Eh bien, écoutez, bonjour de nouveau. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un sujet central quand même sur tous les acteurs de la sécurité privée, c'est le CNAPS, la conformité réglementaire et le rôle clé de l'assurance. Pour cela et pour traiter ce sujet, je suis enchantée d'accueillir aujourd'hui Xavier et Axel, deux anciens contrôleurs CNAPS, qui vont nous en dire un peu plus. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Alors, je vais faire une présentation brève à mon sujet. Donc voilà, moi je suis Xavier Rimbaud, ancien contrôleur du CNAPS, 22 ans au ministère de l'Intérieur, une grosse partie en police, hein, on va dire à peu près 20 ans, un peu de brigade de nuit, pas mal d'années à la BAC, police technique et scientifique, et puis 8 ans d'antiterrorisme dans les services de renseignement en milieu fermé, et puis une petite partie dans le privé. Et ensuite, j'ai atterri au CNAPS, où j'ai rencontré Axel aussi. C'était mon binôme. Et puis, on a décidé de monter cette société, AX Consulting, société de conseil, pour aider les entreprises de sécurité privée à se mettre en conformité avec la réglementation. Voilà pour ma part. Bonjour à tous, merci Nathalie pour l'opportunité pour ce webinaire. Merci à tous pour votre connexion. Donc, moi, je m'appelle Axel. Xavier a tout dit sur la boîte. Donc, moi aussi, je suis un ancien contrôleur du CNAPS. J'y ai fait quelques années auparavant. Alors, moi, j'ai pas un parcours de police, mais plutôt justice. Ah, je vois Convergence, bonjour. Un parcours justice. Donc, j'ai travaillé au service des grèves judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Versailles. Et puis après, j'ai travaillé à l'administration centrale du ministère de la Justice. Euh, Avant de rejoindre le CNAPS, alors nous, on était sur la délégation Rennes, la délégation Ouest. Mais maintenant, avec ANX, on intervient pour aider les entreprises sur toute la France. Et donc, l'objet aujourd'hui, alors c'est d'aborder, évidemment, alors on est en 20-25 minutes de webinaire, donc on ne pourra pas aborder tout le CSI, revoir tous les manquements, tous les points de non-conformité et tout ce qu'il faut faire pour être 100% d'équerre. Ça, c'est beaucoup trop court, mais on va aborder d'une manière générale l'organisation du CNAPS, comment se déroule un contrôle, les grands points, hein, les grands points clés, les non-conformités les plus fréquemment constatées, comment préparer son contrôle efficacement. Voilà, encore une fois, on l'aborde d'une manière très générale parce qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Et bien sûr, on fera le lien avec Clarity. Et là, Nathalie pourra reprendre la suite pour dire à quel point une ERC Pro, c'est très important. Une ERC Pro qui vous couvre correctement, c'est essentiel. Parfois, c'est quelque chose je dirais pas qu'on néglige un peu, mais on va des fois au moins cher ou on regarde pas ce qui est vraiment couvert, ou alors on couvre trop ce qui n'a pas besoin d'être forcément couvert et inversement. Enfin bref, je laisserai Nathalie en parler, c'est elle l'experte. Mais donc voilà l'objet de ce webinaire. Et alors je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Un tout petit point très rapide sur l'organisation du CNAPS pour que tout le monde, parfois c'est un peu opaque, sache grosso modo comment ça fonctionne à la tête de l'administration. Donc il y a un directeur qui est monsieur Clavière, qui est le responsable exécutif et organisationnel. Donc c'est lui qui va gérer l'administration en interne, donner des directives et qui va aussi avoir un pouvoir de sanction. On l'abordera un petit peu à la fin. Il peut seul prendre certaines décisions à l'encontre des sociétés et des dirigeants. Il y a aussi un conseil d'administration qui, lui, va décider des grandes orientations, notamment les contrôles qui vont être effectués. Chaque année, les contrôles de l'année suivante, les types de contrôles sont décidés par le conseil d'administration. Xavier va parler des différents types de contrôles par la suite. Il y a une commission d'expertise qui, elle, va parler des projets de loi, va faire des propositions au conseil d'administration sur ce qui pourrait être amélioré en termes d'efficacité pour le CNAPS et aussi pour le monde de la sécurité privée d'une manière générale. Donc ça, ces conseils, ce conseil et cette commission sont composés de 20 membres. Donc il y a des représentants de l'État, des représentants des activités privées de sécurité, des responsables syndicaux. Et enfin, il y a une commission de discipline. Alors, je ne sais pas quel est le nombre de chefs d'entreprise qu'on a parmi les participants, mais bon, si votre dossier se retrouve en commission de discipline, en général, c'est qu'il y a un petit problème. C'est ce qu'on on n'espère pas pour vous, c'est-à-dire que la sanction courue
est si importante que le directeur ne peut pas la décider lui-même. Voilà. Donc ça, c'est dans ces cas-là que la commission de discipline est sollicitée, ou alors si le directeur a rendu une décision et que vous souhaitez engager un recours, il passe devant la commission de discipline. Donc là, on peut passer à la slide suivante sur les formes du contrôle, et je laisse Xavier vous en parler. Merci Axel, hein. Donc je vais prendre le relais sur cette partie. Donc effectivement, on parle souvent du contrôle CNAPS comme d'un moment stressant, et c'est normal, hein. Mais en réalité, rassurez-vous, hein, quand on est bien préparé, il devient prévisible et il s'anticipe. Et donc je vais vous expliquer concrètement, hein, comment il se déroule et du coup comment s'y préparer. Donc pour bien comprendre le fonctionnement du CNAPS, il faut savoir déjà comment il s'organise. Donc il y a plusieurs formes de contrôle. La première, comme on voit sur la slide, hein, les OGC, les orientations générales de contrôle. Donc, ils sont définis par le CNAPS lui-même, qui va consulter toutes les différentes délégations tous les ans. Et ils vont décider des thématiques qui seront traitées. Alors, ça peut être les organismes de formation, ça peut être la sécurité armée, ça peut être la grande distribution, la sécurité événementielle. En gros, tout ce qui touche aux sociétés de sécurité privée, aux activités de sécurité privée. Après, on a la seconde forme de contrôle, hein, c'est ni plus ni moins la même chose, des contrats d'objectifs de performance. Alors, ceux-là, ils sont décidés par le ministère de l'Intérieur lui-même, puisque le CNAPS est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Et donc, ça peut être lié à l'actualité. Alors, de mémoire, je crois que la Coupe du monde du rugby et les Jeux olympiques en faisaient partie. Et puis ensuite, on a les contrôles sur initiative qui représentent le reste, donc qui représentent quand même 40% des contrôles. Souvent, les sociétés qui n'ont pas été contrôlées depuis 3 ans au moins rentrent dans ces initiatives. Donc, les probabilités d'être contrôlé quand on n'a pas été contrôlé depuis longtemps sont beaucoup plus fortes, même si elle n'a pas eu une grosse activité. Et sinon, on a aussi dans ces initiatives tous les signalements qui sont faits au CNAPS. Et ça représente une partie non négligeable. Il y a régulièrement des signalements. Ça peut être voilà, des salariés mécontents, de la concurrence, des conflits avec des clients. Et ils ne sont pas tous toujours avérés, mais en tout cas, ces signalements sont systématiquement traités. Ils déboucheront la plupart du temps sur un contrôle. Donc les conditions de contrôle, hein, ils peuvent être effectués de manière inopinée ou pas. Donc sur site de prestation, ils le sont obligatoirement. Mais quand il y a un contrôle d'une société ou d'un organisme de formation, par exemple, il est possible que le contrôleur prenne rendez-vous pour être sûr que vous soyez présent, pour que vous puissiez vous organiser. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils vont contrôler? Bien, ils vont vous demander de réunir et de transmettre un certain nombre de documents administratifs. Donc le but, c'est de procéder à un examen approfondi de votre structure et de vérifier qu'elle colle bien aux exigences du livre 6 du Code de la sécurité intérieure, hein, qui réglemente la profession. Et on en a parlé tout à l'heure. On a parlé des contrôles sur site et des contrôles dans les bureaux, mais il arrive régulièrement que les dirigeants soient convoqués aussi dans les locaux du CNAPS. Alors, ça peut être pour différentes raisons, peut-être pour un premier contrôle, un contrôle peut-être plus approfondi, ou pour répondre à un signalement. Et enfin, on a le contrôle qui peut être aussi à distance, par transmission de pièces par mail. Par exemple, si vous êtes régulièrement contrôlé sur les sites, il est probable qu'on vous demande juste les pièces par mail, en restant uniquement sur le site de prestation, surtout si les précédents contrôles se sont bien déroulés. On peut passer à la slide suivante. Alors, comment se déroule un contrôle inopiné et quelle est la procédure? Eh bien, que ce soit sur un site de prestation ou dans les locaux de la société, le contrôleur va chercher un responsable sur le site pour lui faire signer un document qui lui permet de commencer le contrôle. Sans ce document, le contrôle ne peut pas débuter. Alors, ce document, c'est une information sur le droit de refuser la visite, pardon. Et donc, si un responsable refuse de signer le document, le contrôleur devra faire appel au juge de la liberté de la détention. Dans tous les cas, le contrôle aura lieu. Et par ailleurs, c'est important de savoir qu'avant chaque contrôle, tout contrôle fait l'objet d'un avis parquet en amont. Donc le procureur de la République sait que la société se fait contrôler. Ensuite, une fois le document signé, eh bien, tous les agents rencontrés vont être contrôlés sur le site.
Le CNAPS va rédiger un constat sur la personne physique en prenant un certain nombre d'informations la concernant, son nom, son prénom, sa date de naissance. Il va relever le NUP de l'agent, il va essayer de savoir à quelle société il est rattaché, s'il est porteur de son badge pro, si la tenue est conforme. Enfin, il va faire ses premières constatations. Et à l'issue, il va rédiger un constat sur site des prestations qui va résumer le contrôle. Alors, chaque société identifiée sur le site sera contrôlée ensuite. C'est pour ça que certaines sociétés se font beaucoup contrôler, parce que elles sont très actives, hein, elles sont très présentes. Et après le contrôle, eh bien, un rapport avec les constatations est rédigé. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, 3 issues possibles. Soit il n'y a pas de manquement, le contrôle est classé, tant mieux. Soit il y a un ou plusieurs manquements. Dans ces cas-là, une procédure contradictoire avec le CAGE de la délégation locale sera ensuite transmise au directeur du CNAPS. Alors, je fais une petite aparté sur le contradictoire. C'est une étape très importante qu'il ne faut pas négliger. On accompagne beaucoup de sociétés dans cette étape parce qu'elle vous permet de vous justifier sur ce qui a été relevé et de montrer les démarches que vous avez entreprises depuis. Un bon contradictoire permettra de réduire considérablement le risque de sanction. Et ensuite, la dernière issue, eh bien, le directeur du CNAPS prendra une décision sur la sanction jusqu'à un certain degré. Et si les manquements sont trop importants, eh bien, le dossier sera transmis à la commission qui siégera et décidera de la sanction. Comme disait Axel tout à l'heure, vaut mieux pas en arriver là. Les conséquences peuvent être assez dramatiques pour la société. Alors, certains manquements aussi peuvent être pénaux. Axel va aborder le sujet après, mais si tel est le cas, le contrôleur fera systématiquement un signalement au procureur de la République via un article 40. C'est un vrai sujet parce que ça peut impacter votre moralité et du coup, par conséquent, vos agréments. Alors, on peut changer de slide. Alors, on peut préparer efficacement son contrôle. C'est possible et c'est même fortement recommandé. Alors, pour ça, quelques petits conseils. Vous pouvez préparer et avoir à portée de main des documents élémentaires qui vous seront assurément demandés. Vous devez pouvoir produire immédiatement tout ce qui est autorisation, agrément, la RC Pro, vous allez voir encore après, la RC Pro en cours de validité. Le CNAPS la demande tout le temps. Les données de comptabilité, le contrôleur va vérifier que votre structure est saine. Donc, pour faire simple, un livre client, comptabilité, les paiements des charges. En fait, c'est pour écarter tout ce qui est travail dissimulé ou abus de bien social. La validité des cartes professionnelles des agents. Alors ça, c'est un peu le plus gros piège. On vous invite d'ailleurs à avoir des process bien établis dans ce domaine pour éviter les mauvaises surprises. Une traçabilité, par exemple, avec des vérifications régulières sur la validité des cartes. Vérifier aussi que l'activité soit la bonne en fonction de l'emploi de l'agent. Vous avez le téléservice pour ça sur le site du CNAPS. Les dossiers du personnel, vous avez le détail dans la slide. Vos contrats de prestation et de sous-traitance. Alors là, le CNAPS, c'est vraiment très attentif aux contrats. Vérifiez que vos contrats comprennent bien toujours une partie sûreté. On se rend compte même encore en audit avec Axel que beaucoup de contrats ne respectent pas le principe de l'exclusivité. Je ne détaille pas plus parce qu'Axel, je crois qu'il aborde le sujet aussi après dans une des slides. Les registres obligatoires. Il y en a deux, registre des contrôles internes, cahier des consignes d'usage, beaucoup trop souvent inexistants, des manquements qu'on peut éviter assez facilement. Pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un contrôle CNAPS ne sanctionne pas spécialement l'erreur ponctuelle, en tout cas pas sévèrement, mais il va sanctionner l'absence d'organisation, d'où l'importance de mettre en place des process et une traçabilité. Alors, ce sont des conseils assez synthétiques, parce qu'on est pris quand même par le temps, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais ces conseils-là sont quand même vraiment efficaces. Sur le contrôle, votre attitude compte, elle pèse énormément. Même si c'est stressant, on n'aime pas être pris à défaut, on vous recommande d'être toujours transparent, de bien collaborer, d'éviter d'embrouiller le contrôleur. Il a l'habitude, c'est son quotidien, il s'en rendra compte. Et autre conseil, prenez compte des recommandations quand des non-conformités sont identifiées et surtout prenez immédiatement des mesures correctives. Ce sera votre meilleure arme pour la réponse au contradictoire. Attention aux défauts de collaboration, ça peut être relevé, c'est très fortement sanctionné, donc soyez réactifs et dans la mesure du possible, respectez les délais qui sont imposés par le contrôleur. Si ce n'est pas possible, pour X raisons,
envoyer un petit mail en demandant un délai supplémentaire raisonnable. C'est du bon sens, hein, tout ça, mais c'est pas toujours une évidence. Donc, pour résumer, bah, ce qui va orienter la suite du contrôle, mais c'est votre orientation et votre attitude. Donc, je vais redonner la parole à Axel. Pour moi, c'est bon au niveau des slides. Super. Super. Merci Xavier. Donc, alors j'aborde succinctement, encore une fois, hein, les non-conformités les plus fréquentes, alors celles qu'on retrouvait majoritairement quand on est très contrôleur, et même maintenant dans les audits sur les sociétés. Donc vraiment, alors il y a des dizaines et des dizaines de manquements qui sont possibles, hein, mais là on est vraiment sur une version synthétique, sur l'essentiel, et pour aborder certains d'entre eux qui sont des fois mal compris. Alors bon, le défaut de carte, vous savez tous ce que c'est, hein. Donc le défaut de carte, c'est l'agent qui n'a pas de carte pro ou qui n'a pas la bonne carte pro. On voit souvent le problème avec la vidéoprotection, quelque chose qui est partiellement, voire peu compris sur ce que peut faire un agent derrière un poste PC, quelle est la carte qu'il doit avoir. Souvent, on pose derrière de la vidéoprotection des agents qui n'ont qu'une carte surveillance humaine. Donc ça, c'est assimilable à un défaut de carte professionnelle. Alors, j'ai vu dans les communications du préfet que il y avait pour l'instant de la tolérance sur le sujet, en tout cas un travail de pédagogie, mais deux choses, ça reste une infraction pénale. Et le préfet demain va changer, on ne sait pas si le suivant aura la même vision. Donc voilà, les cartes professionnelles, comme dit Xavier, c'est très important de les vérifier régulièrement. La transparence sur la sous-traitance, ça c'est pareil, ça a été énormément renforcé ces dernières années, c'est très contrôlé. Il y a des mentions obligatoires à avoir dans les contrats. On ne peut pas les détailler maintenant, ça prendrait trop de temps. Il y a des mesures pratiques, de la traçabilité à avoir pour vous assurer que le client est au courant de la sous-traitance, de comment elle est réalisée, dans quel cadre, ou quand elle n'est pas réalisée, ou si elle peut l'être. Enfin, il y a plusieurs conditions et c'est important de tracer tout ça efficacement. Donc là, c'est pareil, c'est des process à mettre en place que je ne peux pas vous détailler maintenant. Mais c'est très très important de faire le point là-dessus pour votre société, de savoir est-ce que je suis vraiment transparent sur ma sous-traitance, est-ce que je suis au courant des mentions obligatoires, parce que ça aussi c'est fréquemment relevé. Et le CNAP s'attaque énormément à la sous-traitance déguisée. Les tenues non conformes, bien sûr, il y a un arrêté qui est sorti il n'y a pas très longtemps, assez contraignant, il est vrai, mais bon, il convient de le respecter. Les mentions obligatoires, les autorisations d'exercice, les reproductions d'articles, les défauts de badges. Les badges matérialisés, c'est pas parce qu'il y a la nouvelle réglementation sur les tenues il n'y a plus de badge à avoir. Donc chaque entreprise doit remettre à ses salariés un badge professionnel matérialisé qui lui est propre. Ça aussi, c'est une infraction fréquemment relevée. L'absence de contrôle interne, quelque chose qu'on voit régulièrement, des entreprises qui n'effectuent pas de contrôle de leurs agents sur le site, en tout cas qui ne peuvent pas le justifier auprès du CNAPS. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous devez être en mesure de justifier. Et pas de dire oui, oui, bah, je suis allé le contrôler le mois dernier ou j'y vais toutes les semaines. Bon, le contrôleur va vous dire, bah, d'accord, montrez-le-moi, prouvez-le-moi. Donc c'est très important de le documenter et de le documenter d'une manière lisible. Que ce soit pour le contrôle interne, pour le memento, qu'on appelle aussi le cahier de consignes et d'usage du matériel, qui va en gros répertorier le règlement intérieur de la société, le code de déontologie, enfin voilà, comme un grand cahier que vous allez mettre à disposition de vos salariés, qu'ils doivent émarger. Enfin voilà, il y a encore des règles là-dessus qui sont fréquemment relevées par les contrôleurs. Et enfin, très important, le respect du principe d'exclusivité, parce que ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui n'est assez subjectif et très mouvant, c'est-à-dire qu'une entreprise de sécurité privée ne peut faire que ce pourquoi elle a été autorisée par le CNAPS. Une entreprise de sécurité privée ne peut pas faire de la maçonnerie ou du nettoyage de chantier. Ça peut paraître assez clair. Mais une entreprise de surveillance humaine et de gardiennage ne peut pas proposer de la vente pure de matériel de sécurité. Il doit forcément, d'une manière connexe, l'associer à une prestation de surveillance et gardiennage, par exemple. Et donc, en fait, le principe d'exclusivité, chaque cas est particulier. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est une infraction pénale très très relevée. Alors il y a le traditionnel où on met une prestation purement SIAP alors qu'on est une entreprise de sécurité privée. Ça c'est interdit. Ça c'est le non-respect du principe d'exclusivité. Mais chaque cas est différent et donc c'est très important de vous poser la question quand vous vous
dites, j'ai une activité je suis une entreprise de surveillance humaine et de gardiennage, mais j'ai une activité qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas directement liée à ça. C'est très important de vous demander, est-ce que c'est vraiment connexe à mon activité de surveillance et de gardiennage ou pas? Et de se faire épauler au besoin pour ça, parce que les contrôleurs vont aller le chercher et c'est une infraction pénale. Voilà, je ne peux pas rester trop longtemps dessus, mais ça, c'est vraiment des poids très importants à vérifier de votre côté sur vos contrats, sur vos relations clients, parce que vous pouvez avoir un système qui est mis en place depuis 10 ans. On a vu des sociétés qui effectuent des prestations pendant 10 ans qui ne respectent pas le principe d'exclusivité. C'est passé, le jour où un contrôle tombe et où le contrôleur le voit, et bah, des fois, tout un modèle économique peut tomber. Donc, il faut faire très attention à anticiper ça. Parce qu'après, on part sur les sanctions disciplinaires, évidemment. Donc, le principe d'exclusivité, pour rester là-dessus, par exemple, c'est une sanction administrative, mais aussi une infraction pénale. Donc voilà, tout est détaillé dans la slide. Je vous laisse en prendre connaissance. À la compétence du directeur, donc je vous disais tout à l'heure, une partie des décisions, donc les avertissements, les blâmes, et des sanctions financières jusqu'à 15 000 € pour une personne morale et 2 000 € pour une personne physique. Donc c'est pas rien quand même, à sa discrétion, hein, le directeur dans son bureau peut prononcer ces sanctions. Vous avez la possibilité de faire un recours devant la commission de discipline si vous estimez que la sanction est disproportionnée. Mais si le préfet de lui-même estime que la sanction encourue dépasse son seuil de compétence, qu'elle est trop grave en gros, il la transmet à la commission de discipline. Et là, c'est plus la même typologie de sanction. Vous allez voir que c'est beaucoup plus lourd puisque c'est les interdictions d'exercer, les ITE, jusqu'à 7 ans. Bon, autrement dit, la mort de l'entreprise. Hein. Et 150 000 € de pénalité financière pour les personnes morales et 7 500 € de pénalité financière pour les personnes physiques. Donc ça, c'est pour l'administratif, c'est déjà très lourd. Et vous avez à côté de ça les sanctions pénales. Donc là, il y a quelques exemples qui sont indiqués sur les plus courants. Donc le CNAPS, en plus, les contrôleurs sont assermentés depuis 2024. Donc maintenant, ils dressent des procès-verbaux d'infraction pénale qu'ils envoient au procureur de la République. C'est encore plus de force qu'un article 40, il faut être honnête. Parce que le procureur, quand il reçoit des dizaines et des dizaines d'articles 40 par jour, par contre, des procès-verbaux faits par des agents assermentés, c'est pas pareil. Donc il les traite beaucoup plus assidûment, on va dire. Même si je ne dis pas que le parquet ne traite pas les articles 40, mais c'est pas la même échelle de valeur. Donc ça, c'est très important à avoir en considération parce que même si la sanction pénale n'est pas très forte, théoriquement elles sont fortes, hein, les infractions pénales, mais quand bien même le parquet n'irait pas bien loin dans la sanction, on peut passer à la slide suivante, Nathalie. Vous allez avoir un autre problème qui va se poser, j'en terminerai par là, je le fais très succinctement, c'est le casier judiciaire et vos inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, puisque une fois que vous allez avoir une enquête pénale, vous allez être à tout le moins ce qu'on appelle tagé. Et dans le pire des cas, vous allez avoir une condamnation et une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Et le casier judiciaire et le fichier TAGE, c'est deux éléments qui sont vérifiés par le CNAPS dans le cadre d'une enquête de moralité, que ce soit pour une autorisation, un agrément dirigeant, une carte professionnelle, une entrée en formation, à chaque fois, vérifiez votre moralité. Donc si vous ressortez, en gros, quand le service instruction va taper vos dossiers en rouge, il va y avoir une enquête de moralité. Donc déjà, ça va retarder la délivrance de l'autorisation. Et en plus, en fonction de la mention qui sera indiquée, on pourra ou non vous refuser votre autorisation ou votre renouvellement. Et vous pouvez avoir une exclusion, je suis obligé de faire très court, hein, le temps nous presse, mais vous pouvez avoir une exclusion du mention du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Ça ne veut pas dire que votre fichier tâche sera effacé. Vous devrez en faire la demande. Et attention, dans la mesure du possible, là, si aujourd'hui vous pouvez vous interroger, est-ce que j'ai été entendu par des services de police, même si je n'ai pas été condamné, je suis peut-être tagé, renseignez-vous avant de faire votre demande de renouvellement ou d'autorisation au CNAPS, et pas après. Parce qu'une fois que le CNAPS en a connaissance, c'est plus compliqué. Ça devient très très compliqué d'avoir son autorisation. Alors bien sûr, ça dépend toujours de l'infraction qui est constatée, mais le CNAPS a une vision assez sévère là-dessus. Donc, des condamnations même mineures et anciennes peuvent entraîner un refus. Alors, il y a toujours les recours administratifs après, mais tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'argent perdu. Donc, voilà pour nous. Alors,
On a été peut-être un peu long, Nathalie, désolé, mais on vous laisse la parole Non, maintenant. non, c'était super intéressant et c'est vrai que ça mériterait d'aborder certains points où bah, voilà, on est curieux d'avoir des informations, puis surtout d'avoir votre recul par rapport au fait que vous étiez des anciens contrôleurs CNAPS, donc vous êtes à même de nous expliquer ce qu'il en est. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on aura d'autres webinaires où on pourra peut-être approfondir certains points. Donc, pour en revenir à la question d'assurance, comme on vous indiquait, excusez-moi, il faut donc que vous ayez possibilité d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Je vais vous expliquer l'enjeu, le pourquoi du comment et comment cette obligation, il ne faut pas l'avoir vraiment comme une obligation contractuelle, mais quelque chose qui vient vous aider. Donc tout d'abord, comme on a indiqué tout à l'heure, c'est un élément central. C'est avant tout une protection financière. Si demain, vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle, imaginons que vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas renouvelé, il y a eu quoi que ce soit, ou un dépôt de paiement, peu importe. Vous exercez sans assurance. Vous avez un sinistre, on va chercher votre responsabilité personnelle. Donc, c'est-à-dire que vous mettez en péril l'entreprise, mais vous mettez aussi en péril personnellement. Donc, vraiment, je tiens à vous dire que avant tout, c'est un élément obligatoire, mais surtout pour votre sérénité. Chaque jour, parce que personne n'est à l'abri d'une erreur humaine, personne n'est infaillible. Donc chaque jour, vos agents, vous êtes en contact avec le public, vous faites des interventions sur des sites sensibles, parfois dans des situations tendues. Donc un simple incident peut très vite avoir d'autres conséquences. Une chute d'un tiers, un dommage matériel, une erreur d'appréciation d'un agent. La responsabilité de l'entreprise est immédiatement engagée. Tout à l'heure, dans la prochaine slide ou dans 2 slides après, je vais vous donner des exemples concrets. Toutes les activités avec le gardien, agent de sécurité. C'est toute la liste que vous trouvez là. Donc, on assure une multitude de professions dans la sécurité privée. Les garanties principales, c'est surtout ça le thème qu'il faut aborder. Déjà, dans un premier temps, assurez-vous que dans votre contrat, vous ayez bien la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile d'exploitation. Les deux, elles n'interviennent pas dans le même domaine. La responsabilité civile professionnelle, elle va couvrir les dommages causés à des tiers, causés à cause d'une faute, une erreur, une négligence dans l'exécution de la prestation de sécurité. Un agent, vous oubliez d'activer une alarme. Le soir, manque de chance, il y a un vol, donc il y a un préjudice. Ça va être votre responsabilité civile professionnelle. Vous ne traitez pas une alerte intrusion. C'est votre responsabilité civile professionnelle. Où vous avez un agent qui devait être présent 24 heures sur 24, mais un créneau n'a pas été respecté. Et pendant ce il y a eu un toute responsabilité civile professionnelle, il va bien vous aider à indemniser. Et la responsabilité civile d'exploitation, elle couvre les dommages causés dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise. Donc, ce n'est pas lié en fait à votre prestation, mais tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que dans un poste de sécurité, il y a un câble traversant, voilà, qui a été mal fixé. Vous avez un client qui rentre et il y a un dommage corporel, il tombe. C'est de votre responsabilité civile. Ça arrive. Baissant la barrière, ça va être la responsabilité civile d'exploitation. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous prenez une responsabilité civile professionnelle, vous faites bien attention qu'elle soit doublée avec la responsabilité civile exploitation. Et vous avez aussi la défense pénale et recours. Ça, c'est les garanties principales. Et ensuite, en garantie optionnelle, vous avez l'individuelle agression chez Clarity et vous avez la protection juridique. Elle est obligatoire. C'est une aide si vous êtes attaqué, qu'il faut des avocats, que vous avez besoin d'une assistance, et cette garantie-là qui vous permettra d'être suivi. Clarity, on est co-concepteur du produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute ce qui se passe sur le marché. Grâce, par exemple, à Axel et Xavier qu'on consulte ou à d'autres personnes, par exemple à des experts judiciaires aussi également, ou à des personnes qui font la gestion de sinistres, on va savoir qu'est-ce qui se passe sur votre activité, on va demander comment ça se passe,
qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir concevoir ce produit. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, le produit qui a été conçu par Clarity répond aux demandes du marché. Et on a besoin de vos retours, on a besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir le faire évoluer en même temps que votre activité évolue. Donc nous, en fait, si vous voulez, on est une assurance, donc digitale, mais pas en ligne. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin de faire un devis pour vous allez sur vous faites votre devis, mais derrière, vous avez un chat. Le chat n'est pas robotique. C'est mes collègues de Nantes qui sont bien derrière. Vous pouvez prendre des rendez-vous visio, vous pouvez demander un appel téléphonique. Comme ça, vous êtes accompagné tout le long de votre processus. Donc, certes, il est digital, mais ça reste l'humain derrière et avant tout. Vous êtes une profession, beaucoup respectée. Donc, votre assureur, ce n'est pas juste un appel de cotisation, c'est vraiment votre partenaire. En résumé, moi, je vous conseillerais de vérifier, quand vous faites ça, vous vérifiez l'adéquation activité contrat. Est-ce que toutes mes activités que j'ai énoncées lors de la souscription de mon contrat sont garanties? C'est la première chose. Il faut que vous déclarez toutes les missions réelles. Même si vous pensez que quelque chose est anodin pour vous, il faut être... On sait assumer un risque, mais il faut qu'on connaisse. Donc, si à côté, en face de nous, on a une personne qui nous dit exactement ce qu'il fait, on pourra lui dire exactement. Vous vous assurez aussi de la conformité de vos agents. C'est-à-dire que vous avez beau mettre un contrat en place tout correctement, si derrière, il n'y a pas une conformité, en cas de sinistre, l'assurance, c'est la première chose qu'il veut regarder. On peut arriver à avoir une indemnisation moindre ou même avoir la nullité du contrat. Donc vraiment, au niveau de la conformité, au niveau des process, il faut vraiment être à jour. Et vous tenez régulièrement aussi votre assureur informé. C'est-à-dire que demain, vous faites une activité, puis vous dites, j'engage du personnel pour faire d'autres activités complémentaires. L'assureur ne va pas vous dire non, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, votre assureur, comme je vous l'ai dit avant, est un partenaire. Il évolue, votre contrat évolue en même temps que votre entreprise. Donc, je sais que l'assureur, ce n'est pas la première personne que vous allez appeler, mais tenez-le au moins au courant. C'est pour ça qu'il faut à minima avoir un contact avec son assureur par an. Même si vous n'avez rien changé, même si pour vous, voilà, la situation est la même, le chiffre d'affaires n'a pas été modifié, c'est pas discuter comme ça. Il faut qu'on s'en... Donc voilà, en gros, si j'avais un résumé à faire, donc j'ai été un petit peu vite, voilà, c'était pour pas, voilà, pour essayer de tenir le timing. Faut pas hésiter si vous avez des questions, tout ça à nous poser, mais vraiment, pour rejoindre Axel et Xavier, déjà, dans votre profession, vous pouvez être mis en réclamation. Donc déjà, au niveau conformité, process, assurance, déjà dans ce niveau-là, il faut être à jour. Ça vous évitera pas mal de désagréments à ce niveau-là. Je ne sais pas, Xavier, Axel, est-ce que vous aviez autre chose, un point par rapport à ce que j'ai dit? Dites-moi. C'est très clair. Pour moi, non, c'est très clair. Ça complète bien ce qu'on a développé avec Axel pour ma part. Tout à fait. Tout à fait. Rien à rajouter. C'est assez succinct, mais c'est vrai que je pense que comme vous, c'est beaucoup plus simple après, voilà, quand il y a des questions, des choses comme ça, de répondre directement, parce que malheureusement, pas malheureusement, mais chaque chose est quand même à sa singularité. C'est-à-dire que l'entreprise A, c'est pas l'entreprise X non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut énormément échanger. Alors par contre, on a des questions. Hop. Pourquoi les délais d'enquête de moralité sont-ils longs selon les dossiers? Ouais, j'ai fait une petite réponse brève comme ça, mais c'est parce C'est qu'en bon. fait, le service de l'instruction a accès uniquement à la mention TAJ et pas à la procédure. Donc, si c'est long, c'est qu'il se renseigne sur le contenu de la procédure et éventuellement la décision de justice si jamais la personne qui a fait la demande n'a pas été en mesure de la fournir. D'accord. Alors attendez, je crois qu'il y a une autre question. N'hésitez pas, on est là, posez-les. Ouais, ouais. Et merci d'avoir été attentif jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est
de choses à dire. C'est vrai que là, on a regardé quand même les principaux points, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais oui, il y a des choses qu'il faudrait approfondir. Ça, c'est pas très grave. Mais là, je vois que la personne est en train d'écrire, donc De on toute va façon, voir. n'hésitez pas, hein, si un jour vous avez des questions, ne restez pas sans réponse. En fait, on est là pour ça, hein. Question. La C'est question de avec Thomas, c'est avec l'arrivée de Drakkar Ultimate, le Ultimate. délai de traitement va changer? Alors, il n'y a pas d'indication particulière. Alors, les délais de traitement, ça va dépendre de plusieurs facteurs qui sont pas tant liés au logiciel que au personnel. Alors, Thomas parle peut-être de l'instruction d'éthique d'une manière générale. C'est lié peut-être à la surcharge temporaire de travail pour le personnel, à des événements particuliers. Je pense aux Jeux Olympiques où les traitements ont été parfois légèrement plus longs, bien que les services de l'instruction aient des délais quand même globalement tout à fait convenables. C'est-à-dire qu'un dossier complet avec une enquête de moralité positive. En général, je parle pour la délégation de Rennes, mais c'était des délais qu'on pouvait constater un peu partout. En moins d'une semaine, le dossier était validé, la carte était fournie. Donc, c'est quand même des délais assez raisonnables. Et en général, quand ils sont plus longs, voilà, c'est parce qu'il y a une enquête de moralité ou alors une surcharge horaire d'activité des services de l'instruction, mais ces délais n'étaient pas directement liés au logiciel en tant que tel. D'accord. Xavier Axel, dans le cadre... Ah, mince, attendez. Là, dans le cadre des OF, les contrats de prestation avec les formateurs doivent-ils comporter l'obligation, la notion d'exclusivité? Alors, ah oui, je n'avais pas vu celle-là. Euh, c'est ça que- Alors, les OF ont Ah des oui, dispositions alors, parties. Ouais, vas-y, Xavier. non, non, oui, les OF, oui, si je comprends bien la question, enfin, pour moi, il y a pas de difficulté dans ce sens-là. Le formateur, il est engagé pour une prestation. Et s'il a les autorisations nécessaires, la carte pro, maintenant demandée aussi pour les formateurs, pour moi, il y a pas de difficulté. Je sais pas si ce que tu en penses, Axel, mais de toute façon, Les heures il de y a- formation, pour le coup, c'est à ouais, part de la surveillance humaine sur tout ce qui concerne le principe d'exclusivité. parce- Alors, il y a toujours une analyse au cas par cas, mais ils n'ont pas les mêmes, pour faire gros, simple, hein, les dispositions ne sont pas les mêmes pour les organismes de formation sur des règles d'ordre général qui s'appliquaient aux sociétés de surveillance humaine. Donc, faudrait que je reprenne la question, mais en gros, il n'y a pas de souci, comme vous aviez de ce côté-là pour les OF. oui, parce qu'en fait, les OF, en plus, vous ne faites pas uniquement du TFP-APS ou de l'agrément dirigeant, vous avez d'autres spécialités aussi, donc pour moi, il y a pas de difficulté. Merci. Les quid des sous-traitants qui ne sont pas CNAPS, mais qui participent bien à une activité qui peut rentrer dans la définition de mon activité telle que posée par la CSI, enquête privée. Donc le contexte, je suis enquêteur privé et je sous-traite régulièrement des recherches en source ouverte à des Mm. prestataires de type Ouais. OSINT. Ouais, je vous laisse. Ouais, donc là, du coup, effectivement, ça peut être problématique. Ouais. À partir du moment où c'est une activité qui est prévue par le CSI, l'entreprise sous-traitante doit avoir une autorisation. Et là, effectivement, c'est un sujet. Éventuellement, c'est comment c'est Geoffrey? Ouais, Ouais, c'est donc ça. n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, parce que effectivement, même pour de la recherche en source ouverte, enfin voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, on pourra échanger sur ces sujets, hein. Mais voilà, faut
pas rester sans réponse là-dessus, parce qu'il pourrait effectivement, en cas de contrôle, retenir un exercice illégal. On est d'accord là, en règle générale, la sous-traitance, même les sous-traitants doivent avoir leur propre assurance Bien et sûr. doivent être conformes, tout ça. Bien sûr, de toute façon, ça fait partie des éléments qu'il faut leur demander hein, quand on sous-traite. Et puis, là où il faut être prudent, Geoffrey, c'est qu'il y a une solidarité sur certaines choses. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être le sujet. Donc, vous êtes vraiment exposé là, dans votre question. D'accord, merci. Et c'est vrai que pourquoi on est alors pas frileux à répondre, hein, c'est pas la question. C'est comme sur le principe d'exclusivité, quand on parle des OF, le principe général, c'est que les OF ne sont pas soumis aux mêmes réglementations sur le principe d'exclusivité que les entreprises de sécurité privée. Là, pour la sous-traitance, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, on se rend compte avec l'expérience que chaque analyse, c'est vraiment du cas par cas. Et donc, c'est très difficile sur ces principes-là de donner une réponse générique. Le principe d'exclusivité, des fois, ça va pas se jouer à grand-chose, ça va se jouer à la rédaction du contrat, comment, quand il y a des contrats d'apporteurs d'affaires, comment ça s'imbrique. Et donc, ça nécessite une analyse sérieuse et qui prend du temps. Et c'est compliqué de répondre oui ou non en 30 secondes vraiment sur ces choses-là. C'est pour dire, prenez contact avec, on expose les principes, mais prenez contact avec nous pour une analyse plus individualisée. D'accord. J'ai une question encore sur, je pense, les formateurs. Oui. Le CNAPS vérifie-t-il les contrats de prestation avec les formateurs externes et quels sont les principaux points vérifiés? Tu veux répondre, Xavier, ou... Oui, le CNAPS va vérifier les contrats de prestation avec les formateurs. Ce qui va être surtout vérifié, ça va être les différentes autorisations du formateur et voir s'il remplit les conditions pour pouvoir dispenser les formations. Ça ne va pas au-delà. Parce que c'est pareil, maintenant, les formateurs extérieurs, comme vous le savez, s'ils sont formateurs indépendants, ils doivent quand même avoir leur autorisation d'exercice, leur agrément. Donc, ils sont obligés d'avoir toutes ces autorisations-là aussi. Donc, le CNAPS doit les vérifier. Je sais plus si c'était dans les orientations générales du contrôle de 2026, mais je sais que les organismes de formation, ça revient souvent. Donc, oui, ils vont vérifier les contrats et puis, et surtout la validité administrative du formateur extérieur. Ce qui est beaucoup regardé sur les formateurs, c'est maintenant il y a des différentes autorisations, surtout comme disait Axel, s'il est en micro, faut qu'il ait une autorisation d'exercice, mais c'est les 2 ans d'exercice dans la spécialité pour pouvoir dispenser la formation. Ça, c'est systématique, c'est vérifié. Ce sont les conditions requises pour pouvoir être formateur, en plus de la carte pro et de l'autorisation pour les indépendants. Pour les salariés, il n'y a pas l'autorisation d'exercice. Eh ben, merci pour toutes ces explications, mais si j'ai bien compris, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faudrait avoir après le dossier, savoir exactement ce qu'il en est pour aller plus loin dans les explications. Voilà, chaque cas est quand même différent. C'est-à-dire que surtout quand on commence à parler d'analyse de contrat, de Ouais. principe d'exclusivité, de sous-traitance, c'est très compliqué de donner une réponse générale. Voilà. Enfin, Ouais. C'est vrai que ces derniers temps, c'est vrai que ces derniers temps, on s'est beaucoup rendu compte avec Axel lors de nos audits qu'il y avait manquait beaucoup d'éléments dans les contrats, notamment pour se protéger, surtout pour ceux qui font de la sous-traitance. Et ça, c'est à la lecture du contrat, ils sont pas tous rédigés de la même façon. Donc, c'est à la lecture du contrat qu'on se rend compte, mine de rien, ça vaut le coup d'y jeter un œil. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est une présentation, un webinaire, mais comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on accompagne de plus en plus dans les procédures contradictoires. Mais l'audit est intéressant aussi parce que ça permet de faire vraiment un point sur la situation de votre société. Et puis, en réalité, des fois, il ne suffit pas de grand-chose. L'audit vous permet de comprendre un petit peu les process et les attentes du CNAPS. Pour tout ce qui est question individuelle, on peut les traiter à ce moment-là. D'accord. Et en tout cas, je vous remercie pour ce moment qui était très riche. Ça nous a permis, moi personnellement, d'éclairer un petit peu plus vraiment sur le rôle du CNAPS.
Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ensuite, je vous invite à prendre contact soit avec Xavier, soit avec Axel, soit avec moi, ça dépend le domaine. L'assurance, c'est bon, même le reste, je vous laisserai voir avec Xavier et Axel. On va mettre également donc le webinaire en replay, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez le consulter et le voir de nouveau. Est-ce que Merci vous vouliez Nathalie. dire un dernier mot ou pas? Dites-moi. Merci Nathalie déjà d'avoir voilà, organisé le webinaire. Je ne l'ai pas dit au début, mais Axel l'a fait. Je le dis à la fin. Et merci à tous pour être venus nous écouter. Et n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Voilà, on reste à votre disposition. Et puis, bah, si pour vous endormir le soir, vous voulez regarder à nouveau le replay, n'hésitez pas, il sera à votre disposition. Merci beaucoup de votre attention. Et je Et vous puis, remercie tous voilà, on est également. à votre disposition. Et puis, voilà, désolé si on n'est pas assez complet, entre guillemets, assez profond dans nos réponses, mais c'est parce que on tient vraiment à faire du travail de qualité et individualisé. Oui. Voilà. Donc, merci à tous. Et ben, je vous remercie. Passez à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.